Je vais passer en priorité la parole à monsieur le professeur Luc Montagnier. Tout d'abord, vous rappelez que, comme vous l'avez dit, monsieur le député, nous sommes dans un monde en évolution, un monde dangereux pour l'ensemble de l'humanité, pour la planète. Et donc, la solution, c'est que toutes les forces qui peuvent améliorer et lutter contre ces dangers soient réunies. Et l'homéopathie en fait partie. C'est donc, il faut convaincre nos décideurs qu'il faut joindre toutes les forces pour pouvoir dominer ce qui nous attend dans les prochaines années. Alors, l'homéopathie, comme vous savez, ça repose sur, d'une part, une expérience empirique, on peut dire, de plus de 2 siècles, avec Hahnemann au départ, et cette expérience est très importante pour démontrer l'efficacité de l'homéopathie. Mais le deuxième pilier, c'est la base scientifique. Et je suis venu pour vous parler un peu de cela. Je ne suis pas le seul, bien sûr, dans ce domaine. Il y a beaucoup de recherches qui sont plus ou moins cachées, n'est-ce pas? Des résultats qui sont publiés dans des revues de moins d'importance et qui ne sont jamais cités. C'est donc un mensonge par omission, n'est-ce pas, qui se passe. Et le mensonge par omission, c'est un mensonge, car la science doit faire partie, doit contenir, on peut dire, toutes les opinions. Par définition, la science ne peut avancer que s'il y a une confrontation des résultats, et on s'aperçoit que ces résultats, souvent, ne sont pas retenus. Alors, je veux donc vous dire que cette évolution de l'homéopathie prend de plus en plus d'importance et que effectivement nous avons maintenant des bases scientifiques solides à l'homéopathie. C'est basé sur d'abord on peut dire deux nouveaux paradigmes. D'une part que notre existence, c'est pas seulement de la matière, c'est aussi des ondes. Et nous utilisons, c'est le paradoxe, les ondes tout le temps pour communiquer dans ce monde, mais on s'arrête au corps. Or, il semble bien que le corps, lui aussi, notre corps, utilise des ondes notamment pour harmoniser son fonctionnement, pour que nous soyons des unités, des êtres presque parfaits. Presque parfaits parce que nous sommes mortels, bien sûr, nous ne sommes pas des dieux, mais nous avons quand même atteint un degré d'évolution qui est assez admirable. Mais ceci est encore à fouiller, à trouver justement au niveau des ondes. Et là, nous faisons appel à des pluridisciplines, à beaucoup de disciplines, non seulement la biologie, la médecine, mais aussi la physique quantique notamment. Et c'est peut-être de là que viendront les solutions, y compris également les mathématiques. Le deuxième pilier, le deuxième paradigme, c'est l'eau. Notre corps est fait de 70% au moins d'eau. Mais cette eau est organisée, elle est structurée, elle n'est pas comme l'eau que l'on boit. Elle est changée dans l'organisme et elle joue un rôle très important de transmission de l'information. Et c'est là qu'on parle à ce moment-là de la mémoire de l'eau, grâce à Jacques Benveniste. Ce deuxième point a beaucoup évolué encore plus récemment par la découverte d'une quatrième phase de l'eau. L'eau, c'est la vapeur, c'est la glace, c'est le liquide. Et associer de la mémoire à un liquide fait de molécules qui remuent, ça paraît un peu paradoxal, notamment aux chimistes. Mais il ne faut pas voir l'eau comme un sac de billes avec des molécules qui roulent. Il faut voir l'eau comme un ensemble
molécules qui interagissent entre elles, qui forment des structures supramoléculaires. Et ces structures sont, certaines d'entre elles, relativement stables. Il faut donc expliquer comment ces structures se forment, et on peut prendre encore l'image, comparer le sac de billes à un jeu de Lego. Le jeu de Lego, toutes les parties interagissent. Eh bien, on peut penser que les molécules d'eau, c'est la même chose. Et ce que je voudrais dire, c'est que récemment, une 4e phase de l'eau a été découverte. Et elle peut expliquer aussi l'homéopathie. Cette 4e phase est faite de domaines, ce qu'on appelle les domaines de cohérence selon certains physiciens quantiques, c'est-à-dire de molécules qui sont toutes activées, orientées de la même façon, mais justement pour pouvoir faire des édifices moléculaires complexes. Mais un groupe italien, le groupe de Vittorio Elia, je ne cite pas beaucoup de noms, bien sûr, nous ne sommes pas dans un colloque scientifique, mais je tiens quand même à rendre hommage à ce groupe de Vittorio Elia et de Roberto Germano, qui a travaillé depuis des années là-dessus, qui a décrit donc récemment un solide qui porte l'eau, alors qui est de l'eau aussi, mais ce solide est relativement stable et on peut le voir après lyophilisation, c'est-à-dire évaporation sous vide, et il est très possible, ceci est en cours bien sûr d'expérience, que ce solide soit vraiment la base de la mémoire. C'est-à-dire que, contrairement à des structures relativement fugaces, peu résistantes, ces structures peuvent être très résistantes au temps et à la chaleur. C'est-à-dire qu'elles peuvent résister à des très hautes températures et durer pendant des années. Et là, vous retrouvez un peu les granules de l'homéopathie, n'est-ce pas? Alors, ces granules sont faits de lactose, mais on peut imaginer qu'à leur surface se déploie un voile matriciel, c'est-à-dire un voile de molécules d'eau qui est organisé et qui organise encore davantage d'autres molécules. Donc, le rôle de l'agitation, justement, est très important depuis le travail de Hahnemann, mais inexpliqué. Il semble que l'agitation très forte entre les dilutions permet justement à ce voile de se constituer et de se développer. Donc nous avons là une découverte qui peut expliquer, qui donne, on peut dire, le chaînon manquant dans la chaîne des transmissions de l'information à partir donc de molécules qui existent, de molécules réelles comme l'ADN par exemple. On peut imaginer que l'eau d'abord peut transmettre, l'eau liquide peut transmettre l'information de l'ADN. Je choisis l'ADN parce que c'est un peu mon domaine depuis plusieurs années. Et cette séquence d'ADN ensuite est, on peut dire, fixée par le voile matriciel solide qui va se déposer à ce nouveau sur deux surfaces, notamment des surfaces hydrophiles. Et là, il faut aussi citer le travail de Jerry Pollack à Seattle, qui a décrit une zone de l'eau qui est activée, formée par des plastiques hydrophiles, des contacts avec des membranes plastiques hydrophiles. Et c'est, on peut dire, la constitution de ces travaux, la réunion de ces travaux à la fois donc de Seattle, de Naples et d'autres villes et d'autres laboratoires, qui va permettre de trouver un mécanisme continu de l'homéopathie, c'est-à-dire de la mémoire au départ de l'eau, mais pas de l'eau que l'on connaît, peut-être de cette nouvelle eau solide qui est encore en début d'études par différentes méthodes biophysiques. Je voudrais
Ensuite, vous dire que il y a d'autres modèles, bien sûr, notamment celui du Belge Messens, qui a récemment décrit donc un modèle à partir de perles, c'est-à-dire de globules d'eau, qui peut également s'organiser. Bon, tout ceci est en discussion, mais le fait que nous ayons des stabilités très importantes dans certaines structures de l'eau est vital pour expliquer l'homéopathie. Alors, je voudrais rappeler que les problèmes que l'homéopathie pose, la nature les a déjà résolus. C'est-à-dire que la nature fait de l'homéopathie. Pourquoi? Parce que, justement, nous voyons se former, à partir de bactéries, des structures de l'eau qui contiennent une partie de l'ADN de ces bactéries, qui contiennent ou qui transfèrent l'information de l'ADN de ces bactéries. Et la surprise, c'est que nous sommes partis au départ d'ADN de bactéries qui pouvaient contaminer l'intestin d'enfants autistes. Ceci a été décrit aux États-Unis par le groupe de Jan Lipkin en 2012. À l'époque, nous avons également, avec des collègues cliniciens, montré qu'on pouvait améliorer, je ne dis pas guérir, mais améliorer beaucoup le comportement d'enfants autistes par des antibiotiques actifs sur des bactéries. Et donc, le groupe de Lipkin a décrit une bactérie, Suterella, qui était peu connue pour, disons, en pathologie humaine, mais qui semblait associée à des infections chez des immunodéprimés, notamment des malades traités par la chimiothérapie anticancéreuse. Et donc, nous avons continué ce travail, d'abord décrit par Lipkin, pour l'appliquer à une étude préliminaire d'enfants autistes. Et les résultats étaient effectivement très importants, en ce sens qu'il y avait une majorité, plus de 80% des enfants, qui avaient cette bactérie détectable par des méthodes moléculaires sensibles, la PCR, dans le plasma, dans le sang. Mais le temps est passé. Nous n'avons pas publié ce travail et nous l'avons repris plus récemment, et la surprise, c'est que les mêmes amorces moléculaires détectées chez presque beaucoup de patients, et même aussi des personnes en bonne santé, la présence de ces bactéries. Et ces bactéries, c'était seulement une bactérie Suterella, mais tout un groupe de bactéries qui sont des bactéries du sol, c'est-à-dire on les trouve associées à la racine des plantes, pour par exemple la fixation de l'azote. Et la surprise a été que on trouvait la même chose, on trouvait ces bactéries chez l'homme, dans le plasma, pas seulement des enfants autistes. Et une étude récente, 2019, brésilienne, a été très, très importante parce qu'elle a comparé le génome. Vous savez que maintenant nous avons des techniques extrêmement puissantes pour analyser tout l'ADN, toutes les molécules qui portent l'information génétique. Et la surprise a été que donc ce groupe a comparé le génome d'une bactérie présente chez les plantes, qui était Herbaspirillum, avec le génome de les mêmes bactéries détectées chez l'homme. Et il y avait effectivement des différences très importantes. C'est-à-dire que les bactéries, elles, ont choisi d'évoluer très vite pour s'adapter à de nouveaux hôtes de nous-mêmes, notre espèce humaine. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop de danger, puisque ces bactéries attaquent surtout les personnes immunodéprimées. Et vous voyez bien que, avec le temps, ces bactéries vont prendre de l'importance, et c'est un danger, à mon avis, aussi important pour l'humanité que le réchauffement climatique. Nous pouvons mourir pour différentes façons, mais nous pouvons également mourir d'épidémies avec ces bactéries.
Donc, il y a un besoin essentiel de continuer la recherche et de développer, et surtout de trouver des traitements. Et donc là aussi, l'homéopathie a sa place. Peut-être d'autres approches comme le traitement par les ondes électromagnétiques, par exemple, pour agir sur ces structures que nous trouvons dans l'eau également, donc dans l'eau que l'on boit, dans les aliments que l'on mange. Il y a une dispersion générale de ces bactéries, probablement, je ne dis pas, c'est sûr, mais probablement liée au changement des méthodes d'agriculture et l'utilisation massive de pesticides et d'herbicides. Donc nous sommes dans un monde qui évolue, qui est dangereux, et l'homéopathie doit avoir sa place dans ce monde, sinon nous disparaîtrons. Donc un appel, pour terminer, à Madame la ministre de la Santé. Permettez à l'homéopathie de survivre, non seulement de survivre, mais aussi de se développer à côté de la médecine occidentale et aussi des autres médecines traditionnelles. Les Français vous en seront reconnaissants, car ils se porteront beaucoup mieux, et les maisons de retraite, les hôpitaux se videront, ne se seront utilisés que dans des cas de circonstances exceptionnelles. C'est en tout cas mon souhait, et Madame la ministre, merci de nous écouter.